Mon voisin m'a appelé au travail, des déménageurs sont en train de vider ta maison. Mon père a souri et a dit, nous l'avons vendu pour payer la dette de ton frère, tu es égoïste. J'ai juste ri, j'ai appelé mon avocat et j'ai répondu, j'espère que tu aimes la prison, parce que cette procuration a été révoquée il y a des années. La vibration de mon téléphone contre l'échafaudage a résonné comme une intrusion. J'étais à 10 mètres de hauteur, en équilibre sur une planche étroite tout en enlevant soigneusement des couches de vernis centenaire d'une moulure couronnée. C'était mon sanctuaire, l'odeur de la sciure de bois, la concentration silencieuse, la distance par rapport au bruit chaotique du monde moderne. J'étais spécialiste en restauration de maisons historiques, un travail qui exigeait de la patience, une main sûre et souvent des mois passés à vivre dans une valise dans des états éloignés de chez moi. J'ai essuyé une tache de poussière sur mes lunettes de sécurité et j'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Madame Jones. Mon estomac a fait un nœud étrange et involontaire. Madame Jones était ma voisine en Ohio, une femme très douce mais profondément réservée d'une soixantaine d'années qui passait ses journées à s'occuper de ses hortensias primées. Elle n'avait mon numéro que pour les urgences, incendies, inondations ou sang. Au cours des 4 années où j'avais vécu à côté de chez elle, elle m'avait appelé exactement une fois, et c'était pour me dire qu'un camion de livraison avait accroché ma boîte aux lettres. J'ai retiré mon lourd gant de travail, mes doigts engourdis, et j'ai glissé pour répondre. Bonjour, Madame Jones. Tout va bien, ai-je demandé, m'efforçant de garder une voix stable malgré la brusque montée de mon rythme cardiaque. Alice, ma chérie. Sa voix a grésillé dans la ligne, fine et tremblante. Je ne voulais pas te déranger au travail. Je sais que tu es parti, mais le bruit est tout simplement terrible, et je m'inquiétais pour tes rosiers. J'ai froncé les sourcils, me calant contre le mur. Du bruit? Quel bruit? Je suis en Géorgie, Madame Jones. Personne ne devrait être chez moi. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil, un silence si lourd qu'on aurait dit que l'air avait été aspiré de la pièce. Quand elle a repris la parole, sa voix est descendue dans un murmure. Alice, il y a 2 grands camions dans ton allée. Le panneau vendu a été planté sur la pelouse il y a 3 jours, mais je pensais que tu le savais. Je pensais. Eh bien, j'ai vu ton père laisser entrer les hommes ce matin. Cela fait des heures qu'ils sortent des meubles. Le monde a basculé. Je me suis accroché à la moulure que j'étais en train de poncer pour ne pas tomber de l'échafaudage. Le panneau vendu, ai-je répété, les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. Madame Jones, dites-moi exactement ce que vous voyez. C'est l'agence Quick Move Realty, ma chérie. Et oh là là, ils viennent de sortir cette magnifique table à manger en chêne que tu as restaurée Noël dernier. Alice, ton père est debout juste là avec un presse-papier. Je lui ai fait un signe de la main, mais il m'a juste tourné le dos. Ma vision s'est troublée. Une sueur froide a coulé dans mon cou, me glaçant instantanément malgré l'humidité de l'été de Géorgie. Ma maison, mon bungalow de style craftsman que j'avais acheté à l'état de ruine et passé 4 ans à restaurer amoureusement de mes propres mains. Chaque carreau, chaque lame de parquet, chaque luminaire était quelque chose que j'avais déhiché et installé moi-même. C'était la seule chose au monde qui m'appartenait vraiment et légalement. Madame Jones, ai-je dit, ma voix paraissant méconnaissable, comme si elle venait de sous l'eau. Merci d'avoir appelé. S'il vous plaît, si vous le pouvez, prenez juste une photo. Juste une photo et ne les laissez pas vous voir. Je l'ai déjà fait, ma chérie. Je te l'envoie tout de suite. J'ai raccroché. Un instant plus tard, mon téléphone a bipé. La photo était floue, prise à travers une moustiquaire de fenêtre, mais elle était assez claire. Il y avait le camion. Il y avait la porte d'entrée ouverte de mon sanctuaire. Et là, debout sur mon perron, l'air impérieux et autoritaire dans son coupe-vent beige, se tenait mon père, Cameron. Il pointait du doigt mon canapé, ordonnant à un inconnu de l'emporter. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai ressenti une sensation que je n'avais jamais éprouvée auparavant, un vidage physique complet, comme si mes organes internes s'étaient transformés en glace. On ne me volait pas seulement, on m'effaçait. La trahison était pire que l'annonce d'une maladie terminale. C'était une exécution délibérée de ma vie par les personnes même censées la protéger. Je suis descendu de l'échafaudage avec une précision mécanique, ma mémoire musculaire prenant le relais là où mon cerveau avait disjoncté. J'ai détaché mon harnais de sécurité, placé mes outils dans leurs emplacements réservés dans ma mallette,
et suis sorti du site de restauration pour rejoindre ma voiture de location. Mes mains tremblaient si fort que j'ai fait tomber mes clés 2 fois avant de pouvoir déverrouiller la portière. Une fois à l'intérieur de la chaleur étouffante de la voiture, la réalité m'a frappé comme un coup physique. Je me suis effondré sur le volant, luttant pour respirer. Ils l'ont vendu. Ils l'ont vraiment vendu. J'ai repris mon téléphone. Mes doigts ont volé sur l'écran, composant le numéro de ma mère, Brenda. Ça a sonné, sonné et sonné. Bonjour, vous êtes bien chez Brenda. Laissez un message. Son accueil téléphonique joyeux a été comme une gifle. J'ai raccroché et j'ai composé le numéro de Cameron. Directement sur messagerie. J'ai appelé Jérémia, mon frère. La ligne était occupée. Évidemment qu'elle l'était. Je me suis redressé, me forçant à respirer. La panique me montait à la gorge, une vague d'amertume et de bile. J'avais besoin d'informations. J'avais besoin de savoir comment cela était seulement possible. J'étais l'unique propriétaire. Mon nom était sur le titre de propriété. Mon nom était sur l'hypothèque. Je n'avais rien signé. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai vérifié le statut de mon prêt hypothécaire. Statut du prêt, remboursement en attente. Les mots me fixaient, innocents et terrifiants. Quelqu'un avait lancé une procédure de clôture. Quelqu'un avait déclenché un remboursement anticipé. J'ai composé le numéro de téléphone fixe de mes parents, un numéro qu'ils utilisaient rarement mais gardaient pour les urgences. À ma grande surprise, ma mère a décroché à la 2e sonnerie. Allô? Sa voix était essoufflée, distraite. J'entendais des cliquetis en arrière-plan, comme le bruit de couvercles ou de vaisselle qu'on déplace. Maman, ai-je dit. Ce seul mot est sorti étranglé. Alice, elle semblait surprise mais pas heureuse. Il y avait une énergie frénétique bizarre dans son ton. Alice, ma chérie, je ne peux pas te parler tout de suite. Nous traversons une petite crise familiale. Nous sommes très occupés. Une crise. J'ai serré le volant si fort que le cuir a grincé. Est-ce que cette crise implique des déménageurs en train de vider ma maison en Ohio pendant que je suis en Géorgie? Le silence. Un silence de mort absolue. Puis elle a soupiré. Ce n'était pas un soupir de culpabilité. C'était le soupir d'un parent gérant un enfant en bas âge qui refuse de manger ses petits pois. Oh, Alice, ne sois pas dramatique, a dit Brenda, sa voix adoptant ce ton familier et méprisant que j'avais connu toute ma vie. Nous ne voulions pas t'inquiéter pendant que tu étais sur ton petit voyage de travail. Tu sais à quel point tu te stresses vite. Stressé, ai-je murmuré, ma voix montant dans les aigus. Maman, Madame Jones dit qu'il y a un panneau vendu sur ma pelouse. Papa est en train de charger mes meubles dans un camion. Qu'avez-vous fait? Nous avons fait ce qui devait être fait, a-t-elle tranché, son masque se fissurant. Jérémia a des ennuis, Alice. De vrais ennuis cette fois. Il a besoin de liquidité immédiatement. Nous ne pouvions pas attendre que tu reviennes et que tu hésites pendant des heures au sujet de ton espace. Tu n'es jamais là de toute façon. Tu es toujours en train de voyager pour ces vieilles maisons poussiéreuses. Nous avons pris une décision exécutive pour la famille. Vous avez vendu ma maison, ai-je dit, en détachant chaque mot, lourd et lent. Vous avez imité ma signature. Nous avons utilisé la procuration que tu as signée il y a 3 ans lorsque tu es parti en Europe, a-t-elle répliqué triomphalement. Nous sommes tes parents. Nous savons ce qui est le mieux, et franchement, c'est égoïste de ta part de thésauriser un bien de 3 chambres alors que ton frère fait face à des complications juridiques. Nous discuterons des détails à ton retour. Nous avons mis tes affaires personnelles dans un garde-meuble, le moins cher sur la 5e rue. Maintenant je dois y aller. Le notaire est là pour le transfert final. Maman, ne t'avise pas de. Clic. Elle a raccroché. J'ai fixé le téléphone, l'écran devenant noir. Il me croyait impuissante. Il pensait que parce que j'étais la fille calme, celle qui travaillait le bois et la pierre plutôt que de gérer les gens, celle qui réparait toujours tout, j'allais simplement accepter cela. Il pensait que la procuration d'il y a 3 ans d'un document limité que j'avais signé uniquement pour qu'ils puissent réceptionner des colis pendant que j'étais en Italie était leur passe-droit. Mais alors que le choc initial commençait à s'estomper, remplacé par une clarté froide et acérée,
je me suis rappelé quelque chose. J'ai ouvert ma boîte à gants et j'ai fouillé dans la pile de papiers en désordre que je gardais avec moi. Carte grise, assurance, vieux reçu. Et là, tout en bas, un dossier bleu. À l'intérieur se trouvait une copie de la lettre de révocation que j'avais déposée auprès du greffe du comté 2 ans auparavant, juste après avoir surpris Jérémia en train d'essayer d'utiliser ma carte de crédit. J'avais officiellement révoqué cette procuration. J'en avais envoyé une copie certifiée à mes parents, pour laquelle ils avaient signé un accusé de réception. Ils avaient oublié, ou simplement ils s'en fichaient, supposant que je n'aurais pas le courage de m'en servir contre eux. Ils pensent que je suis toujours la fille qui veut juste leur plaire, ai-je dit à la voiture vide. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Je n'étais pas seulement une restauratrice. J'étais une chercheuse. Je savais comment retrouver des preuves écrites et je savais comment enterrer les gens dessous. Pour comprendre pourquoi mes parents dépouilleraient ma vie pour sauver mon frère, il faut comprendre Jérémia. Jérémia avait 6 ans de moins que moi. Il était né au moment où mes parents avaient commencé à gagner vraiment de l'argent. Et il était le prince de la maison. Il était charmant, beau et complètement incapable d'assumer la responsabilité de la moindre de ses actions. Quand nous étions enfants, si Jérémia cassait un vase, c'était parce que je l'avais distrait. S'il échouait à un examen, c'était parce que le professeur était injuste. À l'âge adulte, le schéma est simplement devenu plus coûteux. J'avais travaillé depuis mes 16 ans. J'avais payé mes propres études. J'avais bâti ma carrière à partir de zéro, en commençant comme apprenti passionné et en gravissant les échelons jusqu'à devenir spécialiste principal. Ma maison, ce bungalow sur Elm Street, était la manifestation physique de mon travail acharné. Je l'avais acheté en saisie immobilière. Il y avait des trous dans le toit, de la moisissure dans le sous-sol et des ratons laveurs dans le grenier. Pendant 4 ans, chaque week-end et chaque dollar économisé sont passés dans cette maison. J'avais poncé les parquets à la main jusqu'à perdre mes empreintes digitales. J'avais traqué de la quincaillerie en laiton d'époque. J'avais vitré à nouveau les fenêtres d'origine. Ce n'était pas seulement une maison. C'était mon chef-d'œuvre. Jérémia, en revanche, avait des projets. Il a eu une phase crypto qui a coûté 20 000 $ à mes parents. Il a eu une entreprise de revente de baskets de luxe qui s'est terminée par un procès. Il a eu une carrière de DJ qui n'a produit que des plaintes pour tapage nocturne et une camionnette bousillée. Et à travers tout cela, Brenda et Cameron l'ont encouragé. Ma mère, Brenda, était une femme obsédée par les apparences. Elle était à la tête du comité social de la paroisse, une femme qui portait des perles pour aller au supermarché et parlait d'une voix douce et mélodieuse qui masquait une capacité de manipulation redoutable. Pour elle, la famille signifiait protéger l'image. Les échecs de Jérémia étaient des fissures dans l'image qu'il fallait plâtrer, généralement avec de l'argent. Mon père, Cameron, était un expert en assurance à la retraite. C'était un homme qui pensait que le monde lui devait quelque chose. Il était bruyant, fanfaron et profondément chauvin. Il considérait ma carrière comme un passe-temps mignon et mon indépendance comme une insulte personnelle. Il plaisantait souvent lors des dîners de famille en disant que j'avais besoin de me trouver un mari pour pouvoir arrêter de jouer avec des marteaux. Mais la vraie toxicité ne résidait pas seulement dans le fait de couver Jérémia. C'était l'acte de prédation sur moi pour le maintenir à flot. Au fil des ans, les prêts qu'il me demandait sont devenus des exigences. La culpabilisation est devenue un chantage. Tu as tellement, Alice, me disait Brenda en lorgnant mon compte d'épargne. Jérémia a juste besoin d'un coup de pouce. Mais ceci était une escalade que je n'avais pas vue venir. Je m'assis dans la voiture de location, reconstituant la chronologie. Jérémia avait dû s'enfoncer jusqu'au cou. Des complications juridiques, avait dit Brenda, cela signifiait généralement des usuriers ou une escroquerie. Pour le tirer d'affaire, ils avaient besoin d'une injection massive d'argent frais. Ma maison, qui restait vide pendant mon absence, avait dû leur apparaître comme une tirelire n'attendant plus qu'à être brisée. L'affront ici n'était pas seulement l'acte de vendre la maison. C'était la dynamique elle-même. C'était Jérémia en train de pleurnicher auprès d'eux en ce moment même sur l'injustice de sa vie. C'était Cameron bombé le torse, se sentant comme le patriarche réglant un problème en sacrifiant les biens de l'enfant négligeable. Et c'était Brenda rationalisant le crime comme un acte d'amour maternel. J'ai pensé à l'acheteur mentionné au téléphone, qui achète une maison en 3 jours. J'ai cherché l'annonce en ligne.
Elle avait été mise sur Zillow il y a 4 jours. Vente au comptant uniquement, dans l'état, transaction rapide. Le prix était louchement bas, au moins 50 000 $ en dessous de la valeur du marché. Il bradait ma vie. Et puis j'ai vu l'agent immobilier inscrit. Jérémia Vance. Mon frère n'était pas agent immobilier, mais il avait brièvement révisé pour passer la licence un an plus tôt avant d'abandonner. Avait-il falsifié cela aussi, ou vendait-il la maison de particulier à particulier en usurpant mon identité? Le niveau de fraude était stupéfiant, usurpation d'identité, falsification, fraude immobilière. J'ai regardé à nouveau la photo que Madame Jones m'avait envoyée. Cameron souriait. Il avait l'air vraiment fier. Il était en train de vendre ma table à manger préférée, probablement pour une misère, pour faire de la place au nouveau propriétaire. J'ai senti mes larmes sécher enfin, remplacées par une colère froide et calculatrice. Il voulait une restauration? Très bien, je vais les mettre à nu jusqu'aux armatures. Je ne suis pas sorti précipitamment de la voiture de location. Je n'ai pas jeté mon téléphone. Je suis resté assise là, dans la chaleur oppressante de la Géorgie. Et j'ai laissé la logique froide de ma profession prendre le dessus. En restauration, quand vous trouvez de la pourriture dans une poutre maîtresse, vous ne peignez pas par-dessus. Vous l'exposez. Vous étayez la structure et vous la coupez. Mon premier appel n'a pas été pour la police. Il a été pour Marcus Thorne. Marcus était un avocat spécialisé en droit immobilier en Ohio, un homme au sourire de requin et à la ténacité d'un pitbull. J'avais travaillé avec lui sur 2 servitudes de conservation historique. Il n'était pas bon marché, mais il était redoutable. Alice, a-t-il répondu dès la 2e sonnerie. Je pensais que tu étais à Savannah en train de sauver une moulure d'avant-guerre. J'ai besoin de vous engager immédiatement. À titre permanent, ai-je dit, ma voix paraissant d'un calme effrayant, même à mes propres oreilles. Mes parents tentent actuellement de conclure la vente de ma résidence principale en utilisant une procuration que j'ai révoquée il y a 2 ans. Les déménageurs sont sur place. Ils prétendent que la signature finale est imminente. J'ai entendu le bruit distinct d'une chaise qui grince alors que Marcus se redressait. Le ton jovial avait disparu. Révoqué. Vous avez le récépissé du dépôt. J'ai la copie tamponnée par le greffe du comté dans ma boîte à gants, ai-je confirmé. J'ai besoin que vous arrêtiez la vente. J'ai besoin que vous bloquiez tout. D'accord, écoutez-moi, a dit Marcus, sa voix passant en mode juridique rapide. S'il signe aujourd'hui ou demain, nous devons déposer immédiatement un avis de litige, lit pendant. Cela crée une réserve sur le titre de propriété. Aucune compagnie d'assurance de titres aux États-Unis ne garantira le transfert s'il y a un litige en cours. Cela bloque la propriété nette dans son élan. Je peux faire enregistrer cela par voie électronique dans l'heure. Mais Alice, si l'argent a déjà changé de main, ça devient plus compliqué. Ma mère a dit que le notaire était là, ai-je répondu en vérifiant l'heure. Faites-le. Déposez le lit pendant et Marcus. Je veux un audit comptable complet de la transaction. Je veux savoir qui est l'acheteur, quelle est la compagnie de titres et sur quel compte bancaire exactement cet argent doit être versé. Considérez que c'est fait. Je vais rédiger la plainte pour fraude et falsification en même temps. Vous rentrez? Je pars maintenant. J'ai raccroché et j'ai démarré le moteur. Le trajet de Savannah à l'Ohio durait 10 heures. Je l'ai fait en 9. Pendant 9 heures, je n'ai pas écouté de musique ni de podcast. J'ai conduit en silence, alimentant mon adrénaline avec de la caféine et de la rage. Mais alors que les kilomètres défilaient, j'ai utilisé ce temps pour creuser. J'avais mon iPad fixé sur le tableau de bord. Et lors des arrêts sécurisés sur les aires d'autoroute, je suis devenu une enquêtrice numérique. Je connaissais les mots de passe de Jérémia. Il était paresseux et utilisait la même variante de son numéro de maillot de football du lycée pour tout. Je me suis connecté à son adresse email en premier. C'était une zone de désastre remplie de spam et d'avis de relance, mais j'ai cherché contrat, prêt et urgent. Et c'était là. Pas un prêt d'une banque, mais une série de mails menaçants d'un utilisateur nommé VegasVini77. Objet, dernier avis. Jerry mon pote, tu n'as plus de temps. 80 cas d'ici vendredi où on contacte ta famille. Et par contacter, on veut dire visiter. 80 000 $. Jérémia avait perdu 80 000 $ au jeu en ligne.
Mais j'ai ensuite trouvé la deuxième chaîne de mai. Celle-ci était entre Jérémia et mon père, Cameron. De Cameron à Jérémia. Objet, réglé. Mon pote, ne t'inquiète pas, mon fils. Ta mère et moi avons géré le problème. La maison d'Alice est là à prendre la poussière de toute façon. Nous avons trouvé un acheteur au comptant, un investisseur qui veut une affaire rapide. On utilise la procuration. Garde juste la bouche cousue jusqu'à ce que le virement arrive. On lui dira que c'était une expropriation ou un truc du genre plus tard. Elle est faible. Elle s'en remettra. Elle est faible, ai-je répété à haute voix, les mots résonnant contre le pare-brise. Ils ne m'avaient pas seulement volé. Ils avaient tenu une réunion stratégique à ce sujet. Ils avaient discuté de mon caractère jetable. Ils avaient évalué ma valeur en tant qu'être humain et avaient décidé que je n'étais rien de plus qu'un bien à liquider pour sauver l'enfant chéri. Je suis arrivé dans ma ville à 20 heures. Le soleil se couchait, jetant des ombres sombres sur les rues banlieusardes. J'ai tourné dans Elm Street, mon cœur martelant mes côtes comme un oiseau en cage. Elle était là, ma maison. Le panneau vendu avait disparu. Le camion de déménagement était parti, mais la maison avait l'air étrange. Le perron était vide. Mes fauteuils à bascule avaient disparu. Les rideaux de la fenêtre avant n'étaient plus là, laissant la maison ressembler à un crâne aux orbites vides. Et dans l'allée se trouvait la berline beige de mes parents. Je ne me suis pas garé dans l'allée. Je me suis garé dans la rue, les bloquant. J'ai remonté l'allée que j'avais posée moi-même, marchant sur les dalles que j'avais sélectionnées à la main dans une carrière 3 ans plus tôt. La porte d'entrée n'était pas fermée à clé. Évidemment. Pourquoi fermer à clé une maison qu'on a déjà vendue? J'ai poussé la porte. L'odeur m'a frappé en premier. Ce n'était pas l'odeur de mes diffuseurs de lavande ou de la vieille cire à bois que j'utilisais. Ça sentait la nourriture à emporter et l'eau de Cologne bon marché, l'eau de Cologne de mon père. Le salon était à moitié vide. Mon canapé restauré des années 1920 avait disparu. Mes étagères étaient vidées, ma collection de livres d'histoire de l'architecture empaquetés et empilés n'importe comment près de la porte. Dans la cuisine, assis autour de mon îlot central, se trouvaient Brenda, Cameron et Jérémia. Ils mangeaient de la pizza directement dans le carton. Il y avait une bouteille de champagne. Mon champagne. Une bouteille millésimée que j'avais gardée pour le jour de mon mariage, ouverte sur le comptoir. Ils ont levé les yeux quand je suis entré sous l'arcade. Le silence qui a suivi était absolu. Jérémia s'est figé, une part de pizza au pepperoni à mi-chemin de la bouche. Il avait l'air tiré, avec des cernes noires sous les yeux, mais il portait une montre neuve. Brenda a été la première à se ressaisir. Elle s'est essuyée la bouche avec une serviette et s'est levée, ajustant sa jupe. Elle a affiché ce sourire, celui qui n'atteignait jamais ses yeux, celui qu'elle utilisait quand elle essayait de rendre un article qu'elle avait clairement cassé. Alice, s'est-elle écriée, sa voix montant d'un octave. Nous ne t'attendions pas de sitôt. Nous allions justement t'appeler. Ah si, ai-je dit. Ce n'était pas une demande. Ma voix était basse, plate et ferme. C'était la voix d'un chef de chantier annonçant à un ouvrier qu'il venait d'être renvoyé. Cameron s'est levé, le visage devenant rouge. Oh, dis donc, Alice, ne viens pas ici donner des ordres. Nous sommes tes parents. Nous sommes intervenus pour gérer une crise parce que tu étais parti jouer dans la terre en Géorgie. Vous avez vendu ma maison, ai-je dit en m'avançant dans la pièce. Je n'ai pas regardé Jérémia. J'ai gardé les yeux fixés sur Cameron. Nous avons mobilisé un actif, a corrigé Cameron en bombant le torse. Jérémia avait des ennuis. De graves ennuis. Nous n'avions pas les liquidités. Toi, oui. Nous avons pris une décision familiale. La vente a été conclue cet après-midi. L'argent est déjà sur le compte séquestre, le virement doit nous être fait demain matin. Et où sont mes meubles, ai-je demandé en regardant l'espace vide où se trouvait mon vaisselier antique. Au garde-meubles? Brenda a balayé l'air d'un geste de la main. Eh bien, nous avons vendu quelques-unes des plus grandes pièces au nouveau propriétaire. Il la voulait meubler. Nous en avons tiré un bon prix, Alice. Tu devrais nous remercier. Tu peux revenir habiter avec nous pendant un moment. Économiser de l'argent. Il serait temps que tu te poses de toute façon.
Je les ai regardés. Je les ai vraiment regardés. Ils n'avaient pas peur. Ils étaient agacés. Ils étaient agacés que je vienne gâcher leur célébration. Ils croyaient sincèrement que leur autorité de parents prévalait sur la loi. Ils croyaient que parce que j'étais leur fille, j'étais leur propriété. Vous avez utilisé la procuration, ai-je dit. Oui, a dit Cameron d'un ton défiant. Et Dieu merci nous l'avions. La procuration que j'ai révoquée il y a 2 ans, ai-je dit clairement. La pièce est devenue immobile. Les yeux de Cameron ont tremblé. Brenda s'est figée. Jérémia a baissé les yeux vers sa pizza. Je ne sais pas de quoi tu parles, a tempêté Cameron, mais sa voix manquait de sa superbe habituelle. Nous n'avons jamais reçu de révocation. J'ai le récépissé de la lettre recommandée, papa. Signé de ta main. 14 juin 2024. J'ai menti sur la date exacte, mais je savais que j'avais le récépissé. Et plus important encore, j'ai l'enregistrement officiel du greffe du comté. J'ai fait un pas de plus vers l'îlot. Mais voici la partie que vous allez détester, ai-je dit en posant mes mains sur le comptoir. J'ai appelé mon avocat il y a 4 heures. Nous avons déposé un avis de litige sur cette propriété. À compter de 16h30, le titre est gelé. La vente ne peut pas être enregistrée et ce virement que vous attendez demain matin. Il ne viendra pas. La compagnie de titre a été notifiée d'une fraude potentielle. Le compte séquestré bloqué. Jérémia a émis un bruit, un gémissement et étranglé. Il a lâché sa pizza. Quoi? Non, non, Alice, tu ne peux pas. C'est déjà fait, ai-je dit. Espèce de fille stupide, s'est écrié Cameron en frappant du poing sur le comptoir. Tu as la moindre idée de ce que tu as fait? L'argent n'est pas pour nous. C'est pour. Point pour Vinny, les jeux interrompus. Pour les 80 000 $ que Jérémia a perdus au jeu. Jérémia est devenu livide. Brenda a eu un hoquet de surprise, sa main volant à sa bouche. Comment? Comment sais-tu cela? Je sais tout, ai-je dit. Je sais pour la dette. Je sais que vous avez planifié cela par email. Et je sais que vous avez commis un crime fédéral aujourd'hui. Vous avez imité ma signature sur un document de vente en utilisant un acte juridique caduc. C'est de la fraude. C'est un vol qualifié. Nous sommes ta famille, s'est écriée Brenda, des larmes jaillissant soudainement de ses yeux, les larmes victimaires que je connaissais si bien. Comment peux-tu être aussi égoïste? La vie de ton frère est en jeu. Ces gens. Ils vont lui faire du mal, Alice. Ils ont dit qu'ils lui briseraient les jambes. Alors il aurait peut-être dû y penser avant de parier 80 briques qu'il n'avait pas, ai-je répliqué froidement. Règle ça, a grogné Cameron en contournant l'îlot pour se poster au-dessus de moi. Il utilisait sa taille physique pour m'intimider, une tactique qui fonctionnait quand j'avais 12 ans. Appelle l'avocat. Lève le blocage maintenant, ou je te jure devant Dieu, Alice, tu n'auras plus de famille. Je l'ai regardé en face. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas de famille, ai-je dit. J'ai des voleurs qui se sont introduits chez moi. L'affrontement dans la cuisine a été interrompu par la sonnerie d'un téléphone portable. C'était celui de Jérémia. Il a regardé l'écran et s'est mis à trembler, visiblement tétanisé. Il n'a pas répondu. C'est eux, a demandé Cameron, sa prestance s'évaporant pour laisser place à une peur palpable. C'est Vinny, a chuchoté Jérémia. Il veut le numéro de confirmation pour le virement. Dis-lui demain, a sifflé Brenda. Dis-lui qu'il y a eu un retard à la banque. Je ne peux pas, s'est écrié Jérémia en bondissant. Il sait. Il sait que la maison était la garantie. Si la vente ne se fait pas, il m'a regardé, les yeux grands ouverts et terrifiés. Alice, s'il te plaît, je t'en supplie. Il ne rigole pas, laisse juste la vente se faire. Je te rembourserai. Je te le jure, je vais trouver un travail. Je ferai n'importe quoi. Tu n'as jamais remboursé un centime de ta vie, Jérémia, ai-je dit. Alice, regarde-moi, a supplié Brenda en m'attrapant le bras. Je me suis dérobé à son contact. C'est une question de vie ou de mort. Nous pourrons discuter de la maison plus tard. Nous pourrons discuter de l'argent plus tard. Mais là tout de suite, nous devons sauver ton frère. Vas-tu vraiment le laisser se faire blesser pour un simple bâtiment?
Ce n'est pas un bâtiment, ai-je dit. C'est ma vie. Et vous n'avez pas seulement vendu un bâtiment. Vous avez vendu ma confiance. Vous avez vendu ma sécurité. Mais en les regardant, Jérémia en pleurs, Brenda hystérique, Cameron arpentant la pièce comme un animal en cage, j'ai réalisé le piège dans lequel me trouvais. Si je maintenais ma position et que Jérémia se faisait vraiment blesser, il me le reprocherait pour toujours. Je serais la méchante dans le récit familial jusqu'à la fin des temps. Alice a laissé son frère se faire passer à tabac pour de l'argent. Mais si je cédais, je perdais tout, ma maison, mes efforts, ma dignité. Il me fallait changer de terrain de jeu. Je ne lèverai pas le blocage, ai-je dit. Espèce de garce égoïste, a commencé Cameron. Mais j'ai élevé la voix, le coupant net. J'ai peut-être une autre solution. Qui est l'acheteur? Cameron s'est arrêté. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça importe, ai-je dit. Parce que si l'acheteur est un investisseur, il veut la maison pour sa valeur. Si l'acheteur est un des hommes de Vinny, c'est du blanchiment d'argent. Qui est-ce? C'est une société, a admis Cameron. QMR Holdings. J'ai sorti mon téléphone et j'ai rappelé Marcus, en mettant le haut-parleur. Marcus, cherchez QMR Holdings dans le registre de l'État. Maintenant. Alice, il est 21h, a rouspété Marcus, mais j'ai entendu le bruit des touches. Un instant plus tard, trouvé. Quick Move Realty. L'agent enregistré est Vincent Morty. J'ai regardé Jérémia. Vinny est l'acheteur. Jérémia a hoché la tête, fixant le sol. Il a dit qu'il prendrait la maison en paiement de la dette, plus $20 000 en liquide pour que je m'en aille. Le tableau d'ensemble est devenu clair. C'était pire que ce que je pensais. Il ne vendait pas la maison au prix du marché pour payer une dette. Il cédait un bien de $400 000 à un usurier pour régler une dette de $80 000. Mes parents étaient littéralement en train d'offrir $300 000 sur ma valeur nette à un criminel parce qu'ils étaient trop paniqués pour faire un calcul mental. Bande d'idiots, ai-je soufflé. Bande d'idiots finis. Ma maison est estimée à $450 000. Vous la lui vendez pour combien? $100 000? C'était le seul moyen, s'est écrié Cameron. Marcus, ai-je dit au téléphone. L'acheteur et l'usurier. C'est un schéma de prêt prédateur et d'extorsion. Si nous allons voir la police, la vente est annulée de toute façon car elle découle d'un acte criminel. Pas la police, a hurlé Jérémia. Alice, pas la police. Vinny va me tuer si les flics s'en mêlent. Marcus, attendez, ai-je dit. J'ai coupé le micro. J'ai regardé ma famille. Ils étaient pitoyables. Ils avaient détruit mon sanctuaire, violé mon intimité et essayé de me voler jusqu'au dernier centime, tout cela par peur et incompétence. Voici ce qui va se passer, ai-je dit, ma voix tremblant sous l'effort de la maintenir calme. Je ne lève pas le gel. La maison reste à moi. Mais je ne vais pas encore appeler la police pour Vinny. Alors quoi, a demandé Brenda. Je vais parler à Vinny, ai-je dit. Tu ne peux pas, a dit Cameron. Il est dangereux. Moi aussi, ai-je dit. Je suis la femme dont il essaie de voler la maison. Et contrairement à vous trois, j'ai un avocat en ligne et des preuves papier qui peuvent l'envoyer en prison pour fraude immobilière, ce que le FBI prend très au sérieux. Vinny veut de l'argent. Il ne veut pas d'une enquête fédérale. J'ai regardé Jérémia. Donne-moi le téléphone. Jérémia a hésité. Donne-moi ce foutu téléphone, Jérémia, ou j'appelle les flics tout de suite et je te dénonce pour falsification. Il m'a tendu le téléphone. Il sonnait toujours. J'ai répondu, où est mon argent, Jerry, a raillé une voix rauque. Bonjour, Vincent, ai-je dit. C'est Alice, la propriétaire de la maison que vous essayez de voler. Nous devons parler. Il y a eu un temps d'arrêt. Je ne sais pas qui vous êtes, madame. Passez-moi Jerry. Jerry n'est pas disponible et la maison est bloquée. Mon avocat a déposé un avis de litige cet après-midi. Vous n'aurez pas le titre et vous n'aurez pas la maison. Écoutez-moi bien, madame. Non, écoutez-moi vous, ai-je coupé. Vous tentez d'acquérir une propriété via une procuration frauduleuse. C'est un acte passible de la loi RICO sur le crime organisé.
J'ai un avocat sur l'autre ligne en train de rédiger une déclaration jurée pour le FBI. Je sais que vous ne voulez pas que les fédéraux épluchent vos comptes pour une misérable somme de 80 briques. Silence. J'avais vu juste. Les gars comme Vinny prospéraient dans l'ombre. Ils s'en prenaient à des gens comme Jérémia qui n'appelleraient jamais la police. Ils ne savaient pas comment gérer une femme qui parlait le langage des réglementations et de la conformité fédérale. « Qu'est-ce que vous voulez » a demandé Vinny, sa voix se faisant plus basse et menaçante. « Vous renoncez à la maison. Vous signez une annulation de contrat immédiatement, et en échange, je n'envoie pas le dossier au FBI. Et l'argent que Jerry me doit. Ça, c'est entre vous et Jerry, ai-je dit en fixant mon frère. Mais vous ne touchez pas à ma maison. Il a jusqu'à demain midi, a dit Vinny, où il perd un pouce. Clic. J'ai rendu le téléphone à Jérémia. Tu as jusqu'à midi, ai-je dit. Alice, s'est lamentée Brenda. Tu n'as rien réglé. Tu as juste aggravé les choses. J'ai sauvé ma maison, ai-je dit. Maintenant, vous trois avez 12 heures pour trouver comment payer vos dettes sans utiliser mes biens. Et pendant que vous faites ça, vous allez sortir. Sortir? Cameron a cligné des yeux. Sortez de chez moi, ai-je dit en pointant la porte. Sortez. Prenez votre pizza, prenez votre champagne et quittez ma propriété. Tu ne peux pas nous jeter dehors. Il est tard, s'est écriée Brenda. Je peux, ai-je dit, parce que si vous n'êtes pas parti dans 5 minutes, j'appelle la police pour signaler 3 intrus. Et étant donné que vous avez falsifié un document officiel aujourd'hui, je ne pense pas que vous ayez envie de parler aux flics. Je les ai bravés du regard. Le rapport de force s'était inversé. La petite fille apeurée qui cherchait leur approbation avait laissé la place à la propriétaire. Cameron m'a foudroyé du regard, le visage violet, mais il a pris ses clés. Brenda sanglotait en attrapant son sac à main. Jérémia m'a regardé comme si j'étais un monstre. J'espère que tu es contente, m'a craché Jérémia en passant à côté de moi. Je ne le suis pas, ai-je dit, mais je suis chez moi. Je les ai regardés partir en voiture. Puis j'ai verrouillé la porte, je me suis laissé glisser contre elle et enfin, pour la première fois en 10 heures, je me suis autorisé à pleurer. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement. Mais ce n'était pas fini. La maison était en sécurité, mais la guerre ne l'était pas. Je connaissais mes parents. Ils n'accepteraient pas la défaite ainsi. Ils essaieraient de retourner la situation. Ils essaieraient de détruire ma réputation. Et je devais toujours faire face au fait que mes parents avaient vendu ma vie pour une part de pizza au pepperoni. Le soleil du matin n'a pas apporté de soulagement. Il a apporté la pression lourde et étouffante d'une échéance. Midi. C'était l'heure que Vinny avait donnée à Jérémia. Je suis resté assis sur le sol de mon salon vide, buvant du café dans un gobelet en carton trouvé dans ma voiture. Mes meubles avaient disparu. Mes rideaux avaient disparu. Mais les murs étaient toujours debout. J'avais passé la nuit à changer les serrures et à installer un système de caméras de sécurité Wi-Fi acheté dans un magasin ouvert 24h24. À 9 heures, mon téléphone a commencé à vibrer. Ce n'étaient pas mes parents. C'était tante Sarah, puis oncle Mike, puis ma cousine Becca. Alice, s'il te plaît viens chez maman. Il faut qu'on parle. Alice, ta mère est hystérique. Qu'est-ce qui se passe? Alice, ne sois pas têtue. La famille passe avant tout. Ils avaient appelé la cavalerie. Mes parents, réalisant qu'ils ne pouvaient pas me tyranniser seul et terrifiés par l'échéance de midi fixée par Vinny, avaient raconté leur version à la famille élargie. Ils essayaient d'utiliser la pression sociale, l'arme de prédilection de la famille bourgeoise respectable pour me forcer à lever le blocage avant que Vinny ne vienne réclamer son dû. J'aurais pu les ignorer. J'aurais pu rester dans ma forteresse. Mais je savais que si je ne détruisais pas ce récit maintenant, je serais le paria de la famille pour toujours. Il me peindrait comme la sœur avare qui a laissé son frère se faire du mal. Je devais mettre fin à cela publiquement. Je me suis douché, habillé avec mes vêtements les plus élégants, ceux pour les réunions d'affaires, un tailleur cintré et un pantalon habillé, et j'ai pris mon dossier. J'ai aussi pris mon iPad. J'ai roulé jusqu'à la maison de mes parents. C'était à 15 minutes de route et chaque kilomètre ressemblait à une marche vers le combat. Quand je suis arrivé, il y avait 4 autres voitures dans l'allée.
Ils avaient convoqué un tribunal au grand complet. Je suis entré dans la maison sans frapper. Ils étaient rassemblés dans le salon. Brenda pleurait sur le canapé, serrant un mouchoir, entourée de sa sœur, tante Sarah. Cameron se tenait près de la cheminée, l'air sombre et digne. Jérémia arpentait la pièce, ressemblant à un fantôme, vérifiant sa montre toutes les 30 secondes. L'oncle Mike et la cousine Becca étaient assis sur les fauteuils adjacents, l'air grave. La conversation s'est arrêtée quand je suis entré. Elle est là, a sangloté Brenda. Oh, Alice, Dieu soit loué. Dis-moi que tu es revenue à la raison. Je suis venu rétablir la vérité, ai-je dit, la voix ferme. Je ne me suis pas assise. Je suis resté debout au centre de la pièce, tenant mon dossier. Alice, assieds-toi, a dit l'oncle Mike, sa voix douce mais ferme. Mike était le patriarche de la famille élargie, un homme que je respectais. Ton père nous a tout dit. Écoute, nous savons que tu aimes ta maison. Nous savons que tu y as mis du travail, mais c'est la vie de Jérémia qui est en jeu. On ne peut pas laisser un malentendu de paperasse s'opposer à sa sécurité. Un malentendu de paperasse, ai-je répété en regardant Cameron. C'est ce que tu leur as dit? Cameron s'est rigidifié. Je leur ai dit la vérité. Que nous avions un acheteur prêt à régler la dette de Jérémia et que tu as bloqué la vente par pure méchanceté parce que nous ne t'avons pas demandé la permission de la bonne manière. Par méchanceté, ai-je dit en pesant le mot. Tu leur as dit que j'agissais par méchanceté. Alice, est intervenue tante Sarah en tapotant la main de Brenda. Nous savons que tu es indépendante. Nous savons que tu as ton caractère, mais tu as sûrement les moyens d'acheter une autre maison à rénover. Ton frère a des ennuis avec de mauvaises personnes. Si tu ne libères pas ce titre avant midi, ils vont lui faire du mal. Comment pourrais-tu vivre avec ça sur la conscience? La pièce était lourde de jugement. À leurs yeux, j'étais la méchante. J'étais la femme froide, sans enfant, obsédée par sa carrière, thésaurisant ses biens pendant que son petit frère souffrait. J'ai regardé Jérémia. Dis-leur, ai-je dit. Jérémia a sursauté. Leur dire quoi? Dis-leur pourquoi tu dois 80 000 $. Jérémia, dis-leur qui est l'acheteur. C'était une affaire qui a mal tourné, a bredouillé Jérémia en regardant le sol. Et l'acheteur est un investisseur. Des mensonges, ai-je dit. J'ai ouvert mon iPad et je l'ai connecté à l'enceinte Bluetooth sur la table basse, une astuce que j'utilisais pour mettre de la musique pendant les fêtes. Qu'est-ce que tu fais? A exigé Cameron en faisant un pas en avant. Je donne du contexte, ai-je dit. J'ai appuyé sur lecture pour lancer l'enregistrement que j'avais fait de l'appel avec Vinny. Où est mon argent, Jerry? La voix rauque de Vinny a rempli le salon silencieux, forte et claire. Bonjour, ici Alice. Je ne sais pas qui vous êtes, madame. Vous tentez d'acquérir une propriété via une procuration frauduleuse. J'ai un avocat en train de rédiger une déclaration pour le FBI. Le visage de tante Sarah s'est vidé de son sang. L'oncle Mike s'est redressé. Brenda a arrêté de pleurer et a fixé l'enceinte avec horreur. J'ai laissé jouer jusqu'à la fin. Il a jusqu'à demain midi, où il perd un pouce. J'ai arrêté l'enregistrement. Le silence dans la pièce était assourdissant. Il était plus lourd que le silence de ma maison vide. Ce n'était pas un investisseur, ai-je dit en balayant du regard le cercle de visages stupéfaits. C'est Vincent Morty, un usurier. Jérémia n'a pas eu une affaire qui a mal tourné. Il a perdu 80 000 $ au poker en ligne et sur des paris sportifs. J'ai les emails pour le prouver. J'ai jeté les impressions des emails sur la table basse. L'oncle Mike les a attrapés, ses mains tremblant. Et le malentendu de paperasse, ai-je poursuivi en me tournant vers Cameron. Ils ont imité ma signature. Ils ont utilisé une procuration que j'avais révoquée il y a 2 ans. Ils vendaient ma maison de 450 000 $ pour 100 000 $. Ils offraient 350 000 $ de ma valeur nette à un criminel pour couvrir l'addiction au jeu de Jérémia. J'ai regardé tante Sarah. Vous m'avez demandé comment je pourrais vivre avec ça sur la conscience? Je suis la seule ici à essayer d'empêcher un crime fédéral. Si cette vente se fait, nous sommes tous complices de blanchiment d'argent. Est-ce que c'est vrai? A demandé l'oncle Mike, sa voix basse et menaçante. Il regardait Cameron.
Cameron a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Il avait l'air dégonflé, soudainement vieux. Nous essayons de le sauver, a chuchoté Brenda. C'est mon fils. Je suis votre fille, ai-je hurlé, mon contrôle se brisant enfin. Je suis votre fille, et vous étiez prêt à me laisser sans toit, à me voler tout ce pour quoi j'ai travaillé, juste pour le couver une fois de plus. Vous ne m'avez pas demandé de l'aide. Vous m'avez volé. Jérémia s'est mis à pleurer. De vrais sanglots affreux. Je suis désolé, Alice. Je suis désolé. J'avais juste peur. Tu devrais avoir peur, ai-je dit. Parce qu'il est 10h30. Tu as 90 minutes. Qu'est-ce qu'on fait, a demandé tante Sarah, l'air paniqué. On ne peut pas le laisser se faire blesser. Je ne lèverai pas le blocage, ai-je dit fermement. Ma maison n'est plus une option, définitivement. J'ai regardé Cameron et Brenda. Vous avez un compte de retraite, n'est-ce pas, papa? Tu as une épargne. Vous avez de la valeur sur cette maison. Cameron a pâli. C'est nos économies pour nos vieux jours. On ne peut pas y toucher. Mais vous pouviez toucher aux miennes, ai-je demandé. La cruauté de la chose m'a coupé le souffle. Ils étaient prêts à brûler mon avenir pour sauver leur retraite. Si vous voulez sauver ces pousses, ai-je dit, je vous suggère d'appeler la banque ou Vinny, mais laissez-moi en dehors de ça. Je suis allé vers la table basse, j'ai repris mon iPad et j'ai regardé l'oncle Mike. Je m'en vais. Si quelqu'un s'approche à nouveau de ma propriété, je porte plainte. Et Mike, je suis désolé que tu aies dû voir ça. Alice, a dit Mike en se levant. Il n'a pas regardé sa sœur. Il m'a regardé avec une nouvelle expression, du respect. Vas-y. Nous allons gérer ça. Je suis sorti. Je n'ai pas retourné le regard vers ma mère, qui hurlait à présent, ni vers mon père, effondré dans sa défaite. Je suis sorti dans l'air frais du matin, et pour la première fois en 24 heures, le poids sur ma poitrine avait disparu. Les retombées ont été rapides et brutales, mais elles ne m'ont pas touché. J'ai appris plus tard, par des nouvelles concises de tante Sarah qui était devenue mon seul contact avec ce côté de la famille, ce qui s'était passé. À midi, Cameron et Brenda avaient vidé leurs économies d'urgence et souscrit un prêt d'urgence à taux élevés sur le titre de leur propre voiture pour réunir les 80 000 $. Ils ont rencontré Vinny sur un parking et ont payé la dette. Jérémia a gardé ses pouces, mais il a perdu son filet de sécurité. Sans ma maison pour servir de tampon, la ruine financière de mes parents a été mise à nu. Ils vivaient au-dessus de leurs moyens, à crédit, pour maintenir les apparences. Le prêt qu'ils ont pris pour sauver Jérémia les a achevés. En l'espace de 6 mois, ils ont mis leur propre maison sur le marché et une réduction de voilure qu'ils ont prétendu planifier, mais tout le monde connaissait la vérité. Concernant l'aspect juridique, Marcus Thorne a été impitoyable. Nous n'avons pas envoyé Vinny au FBI, c'était une carte que je gardais dans ma manche au cas où, mais nous avons poursuivi la notaire qui avait certifié le faux acte. Elle a perdu sa licence et a fait face à des poursuites pénales, se retournant contre mes parents pour se sauver elle-même. Elle a admis que Cameron lui avait fait pression. Pour éviter une condamnation pour fraude qualifiée qui aurait privé Cameron de sa pension, mes parents ont accepté un accord transactionnel. Ils ont payé mes frais d'avocat, le coût des déménageurs et la valeur de remplacement de chaque objet vendu ou perdu. Cela a vidé leurs dernières économies. Mais la vraie résolution n'était pas sur le compte bancaire. Elle était dans le silence. Je suis retourné dans ma maison. Il m'a fallu 3 mois pour la restaurer telle qu'elle était. J'ai acheté un nouveau canapé. J'ai trouvé une nouvelle table à manger dans une vente aux enchères et je l'ai décapée, le ponçage me servant de thérapie. J'ai peint les murs d'une nouvelle couleur, un vert sauge doux et apaisant, effaçant le souvenir du chaos beige. Un soir, environ 4 mois après l'incident, j'étais dans mon jardin en train de tailler les rosiers pour lesquels Madame Jones s'était tant inquiétée. Ils sont magnifiques, Alice, a lancé une voix. J'ai levé les yeux pour voir Madame Jones penchée par-dessus la clôture, un chaud sourire aux lèvres. C'est grâce à vous, ai-je dit en m'avançant vers la clôture. Si vous n'aviez pas passé cet appel, j'aurais tout perdu. Je savais que quelque chose ne allait pas, a-t-elle dit en ajustant ses lunettes. Tu ne laisses pas les choses inaccomplies. Et tu ne pars certainement pas sans dire au revoir. J'ai souri, comme une boule dans ma gorge.
Ma propre mère ne me connaissait pas aussi bien que cette voisine. Je t'ai apporté quelque chose, a-t-elle dit en me tendant un récipient par-dessus la clôture. Du gâteau au mur de mon jardin. Merci, Madame Jones. Tu sais, a-t-elle dit en baissant la voix, j'ai vu une voiture rouler doucement hier. On aurait dit ton frère. Je me suis rigidifié. Est-ce qu'il s'est arrêté? Non. Il m'a vu assise sur le perron avec mon chien et il a continué sa route. Il avait l'air mal en point. Ce n'est plus mon problème, ai-je dit. Et la vérité de ces mots m'a procuré une vraie libération physique. J'ai une ordonnance de restriction. S'il revient, il va en prison. Elle a hoché la tête en signe d'approbation. C'est bien. Protège ta paix, ma chérie. Tu l'as bâtie. Je l'ai faite, ai-je dit en regardant ma maison. Les fenêtres brillaient d'une lumière chaude. Les nouveaux rideaux étaient tirés. Ce n'était pas seulement une structure de bois et de briques. C'était le témoignage de ma survie. J'avais nettoyé la pourriture, pas seulement dans les murs, mais dans ma vie. J'avais coupé les poutres toxiques qui menaçaient de faire effondrer toute la structure. J'étais brouillé avec mes parents. Je n'avais plus de relation avec mon frère. Pour certains, cela pourrait ressembler à une tragédie, mais alors que je me tenais là dans le crépuscule, mangeant du gâteau au mur et écoutant le vent dans les arbres, j'ai réalisé que ce n'était pas une tragédie. C'était une restauration. J'avais restauré ma vie dans son état d'origine prévu, paisible, sûre et entièrement la mienne.